Cher Nicolas Dufourcq, merci de participer avec cet entretien à la deuxième édition du Family et Business Forum organisé par La Tribune, Family & Co et Family Business Network France. L'objet de cet événement est de mettre en lumière les singularités, les trésors, mais aussi les points de vulnérabilité des entreprises familiales, lesquelles figurent parmi le large éventail des sociétés qu'accompagne BPI France. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la Banque d'investissement public, et ce depuis sa naissance, il y a 10 ans, presque jour pour jour. Vous avez publié cette année chez Odile Jacob un essai remarqué, La désindustrialisation de la France. Une partie de ce livre résulte d'entretiens avec des patrons d'entreprises familiales, en ressortit d'une capacité particulière d'être des résistants, des contre-attaquants à la désindustrialisation. Bonjour. Effectivement, j'ai interviewé une petite quarantaine de patronnes et patrons de l'époque qui ont vécu la désindustrialisation et qui en sont les survivants. Alors on peut se poser la question de savoir pourquoi effectivement dans mon échantillon je suis tombé sur beaucoup d'entreprises familiales. Eh bien parce que précisément je pense que les entreprises familiales survivent un peu plus que les autres. En tout cas dans l'industrie c'est tout à fait clair. Alors c'est le cas pourquoi ? Parce que elles ont une vision de l'horizon lointain qui est beaucoup plus claire et en même temps beaucoup plus prudente. Donc elles investissent notamment dans des machines qui ne sont pas rentabilisables en 5 ou 6 ans, mais en 10, 12 ou 15 ans. Elles prennent un certain nombre de décisions qui sont fondées sur la volonté de pérennité, peut-être plus que les autres. Elles construisent des consensus entre frères et sœurs qui sont plus lents, mais qui conduisent à plus de prudence aussi. Et ça, je l'ai repéré dans plusieurs des interviews que j'ai réalisées. Je peux avoir en tête Franck Matisse dans l'industrie du bois à Strasbourg, je peux avoir en tête Henri Marquetta dans l'industrie de la mécanique à Annecy, Monsieur Lacroix dans Lacroix Emballage du côté de Besançon, Bernard Strait de Delfingen, tous ces gens-là, c'est des entreprises familiales, hyper familiales, et qui voient loin et prudent. Ces caractéristiques, voir loin, voir prudemment, Oui. Elles ne sont que profitables aux entreprises ou est-ce qu'elles induisent aussi une certaine limite ou des points de vulnérabilité ? Le point de vulnérabilité, c'est que parfois il y a des opportunités formidables qui permettent d'accélérer le développement d'une entreprise, de doubler sa taille, de l'ordre du panache, dont la contrepartie est évidemment un risque pris important, et que vous ne voyez pas se produire parce que vous avez un effet un peu ouaté, amortisseur, du consensus familial entre les frères et sœurs. C'est difficile de créer un consensus sur une action d'extrême panache. Il faut quand même avoir un très grand leader charismatique pour faire ça. Alors, ça arrive, évidemment. Vous prenez Mérieux, par exemple. Alain Mérieux, c'est une famille, mais il a imposé. Vous prenez Laurent Burel, c'est une famille aussi, mais il a imposé. Il a imposé avec panache des opérations de croissance externe considérables. C'est pas toujours possible dans les familles. Est-ce que vous trouvez que l'exécutif, les pouvoirs publics, Bercy, sont à la hauteur des besoins et des attentes, justement, en matière fiscale ou législative des entreprises familiales ? Et font-ils aussi suffisamment pour donner le goût des entreprises familiales ? Je pose la question en référence à d'autres pays dans lesquels domine culturellement, naturellement, justement, une grande affection pour les entreprises familiales. Oui. Alors, on peut dire que l'exécutif aujourd'hui, c'est un mélange entre l'État et les régions, et qui ont le pouvoir économique aujourd'hui. Il y a une grande affection pour les entreprises familiales dans les 13 conseils régionaux qui pilotent le pays, et au niveau de Bercy, de la Direction Générale des Entreprises, et de la BPI, évidemment, qui est très décentralisée, comme vous le savez, très grande affection pour les entreprises familiales. Aujourd'hui, on est actionnaire en direct de à peu près 450 PME. 60% de nos investissements chaque année sont des primo-ouvertures, c'est-à-dire des entreprises qui n'avaient jamais ouvert. 60%. Donc on a un rôle majeur vis-à-vis du reste de la place financière de Paris, qui est d'aller convaincre des familles, ou des individus isolés d'ailleurs, qui n'avaient jamais ouvert leur capital, de l'ouvrir, et une fois qu'ils ont ouvert, alors ils ouvrent à tous. On commence par BPI, puis ensuite on rajoute des fonds privés qui deviennent nos co-investisseurs. On crée au fond du flux d'affaires pour l'ensemble de la profession d'investissement. Mais notre métier à nous, c'est bien de convaincre les entreprises familiales de s'ouvrir. Ensuite, nous, on a une définition de ce que c'est une entreprise vraiment familiale. C'est une entreprise dans laquelle il y a des frères et des sœurs.
Si vous êtes un individu absolument isolé, vous êtes le fondateur, et ses enfants sont jeunes, vous n'êtes pas encore une entreprise familiale. Une entreprise familiale, c'est une entreprise dans laquelle il y a des frères, des sœurs, des pères, des mères. C'est une entreprise dans laquelle il y a Freud. Voilà. Et ça, c'est le tiers du portefeuille. Sur les 450 entreprises, vous en avez 180. Donc on a sur 180 entreprises familiales, on peut dire des choses. On peut en effet. Bon. Est-ce qu'elles se plaignent du fait qu'elles sont mal comprises, maltraitées, etc. Bon. Il y a eu le moment terrible du déplafonnement de l'ISF, entre 1995 et 2003. Ce moment est révolu. C'était il y a longtemps maintenant. Mais enfin, il a quand même fait très très mal, puisque beaucoup d'entreprises familiales ont vendu à cette époque. Et elles ont vendu à des fonds de LBO, qui eux-mêmes étaient souvent à courte vue. Il fallait rentabiliser en 5 ans, donc n'ont pas investi dans les machines qui étaient nécessaires pour pérenniser ces entreprises, de sorte qu'il y a eu quand même beaucoup de casse à la sortie. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles disent ? Elles se plaignent plutôt du fait que, c'est souvent des ETI, du fait que, par rapport aux PME, les ETI sont suradministrés, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de simplifications qui ont été accordées aux PME qui ne sont pas accordées aux ETI, et notamment en droit du travail, dans la représentation sociale, dans la fiscalité, enfin bref, il y a beaucoup de choses, même dans l'accès à un certain nombre de produits de financement, qui sont des produits PME, que l'Europe autorise, mais l'Europe n'autorise pas de produits favorables en financement, avec de la bonification par exemple, pour les ETI. Ça, les entreprises familiales s'en plaignent, c'est sûr. Ensuite, est-ce qu'en termes de représentation politique dans l'État, le concept de l'entreprise familiale Mittelstand à l'allemande est quelque chose qui est reconnu, on va dire. Alors, oui et non. Il est vrai que l'entreprise familiale allemande, qui est cœur de contrat social, elle est très fortement représentée par des institutions fortes. Et Angela Merkel se déplaçait tous les ans pour aller parler à l'Association nationale des entreprises familiales allemandes. Il y a beaucoup de syndicats d'entreprises familiales françaises. Il n'y a pas, si vous deviez désigner la personne qui représente le lobby des entreprises familiales françaises, vous ne sauriez pas me dire qui c'est. Donc il y a un petit problème. Vous faites référence là à l'Allemagne. Ça m'amène à une question qui est clé, qui est la question de la gouvernance. Parce qu'en Allemagne, on a une culture de la gouvernance d'entreprise très particulière. Qu'est-ce qu'une bonne gouvernance d'entreprise familiale ? C'est celle d'abord qui comprend que l'entre-soi, que le confort décisionnel, que le rejet des remises en question venues d'extérieur sont le pire des poisons. C'est ça, une bonne gouvernance d'entreprise? Bien sûr, ça c'est l'objectif. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est toujours très content de rentrer au conseil d'administration d'entreprise familiale. Encore une fois, c'est dans 180 de nos filiales. Enfin, participation. Et là, on fait le job. C'est-à-dire qu'on est présent à la table. Et avec les frères, les sœurs. Ça peut être d'ailleurs des très grandes entreprises. Vous prenez CMA, CGM. Énorme. 30 milliards de résultats nets quand même. Entreprise familiale. Donc, au conseil d'administration, la sœur, la mère. Et donc notre rôle là, c'est, encore une fois, effectivement, de pousser tous les canons de la bonne gouvernance et de permettre des consensus entre membres de la même famille. C'est compliqué parfois, c'est spécial même. Et c'est toujours utile d'avoir quelqu'un d'extérieur. Alors c'est pour ça qu'ils aiment beaucoup BPI France, parce qu'ils savent que BPI France va pouvoir rester longtemps. Et d'ailleurs, dans les entreprises vraiment familiales, telles que je l'ai décrit, nous restons très longtemps. On fait partie de la famille à la fin. On reste 10 ans. Une question, une question sur un sujet qui vous est cher, je le sais, c'est le sujet de la jeunesse. Oui. Une partie de la jeunesse manifeste des aspirations personnelles, on le sait aujourd'hui, un goût de liberté, d'indépendance, ou plutôt une volonté de s'accomplir par elle-même, qui la rend peut-être moins docile au moment de se décider à rejoindre l'entreprise familiale. Oui. C'est seulement un obstacle, selon vous, pour la pérennité des entreprises, ou c'est aussi l'opportunité d'intégrer ce changement de paradigme à la gouvernance et peut-être même à la stratégie de l'entreprise? En fait, vous savez, c'est un peu comme dans les films. Vous imaginez bien ce que c'est qu'un patron de PME charismatique qui vieillit et qui a sa fille, son fils, peut-être 2 fils, peut-être 2 filles, et qui cherche à transmettre. Il y a un fils qui n'a pas voulu du tout, qui est devenu professeur d'économie dans l'université du patelin du coin. Il y a la fille qui a accepté de devenir directrice du marketing, mais qui ne s'est jamais vraiment dit qu'elle avait la taille
de succéder à son père face au fils, hein, avec un petit complexe d'imposture. Et puis, finalement, c'est elle que le père choisit. C'est très fréquent, ça. Hein. D'ailleurs, j'ai une statistique à vous donner qui est peut-être intéressante pour vous. C'est que dans les entreprises, dans les PME d'aujourd'hui, hein, une fois sur... Quand vous avez une femme patronne de PME, quand c'est une entreprise familiale, une fois sur trois, une femme entreprise, patronne de PME a hérité de son père. Une fois sur trois. Voilà. Ce qui n'est pas du tout la statistique des femmes patronnes de PME, puisque c'est une fois sur 10 qu'elles sont patronnes de PME. Hein. Et donc, il est en train de se passer quelque chose qui est intéressant pour quelqu'un qui observe les transformations de la société française, c'est que les patrons masculins, tous, quasi tous, donc sexagénaires ou septuagénaires, qui cherchent à transmettre à leurs enfants, transmettent beaucoup à leurs filles. Ça veut dire quoi, ça, d'après vous? Est-ce que vous pensez... Alors, c'est une question que nous la verrons... société a beaucoup changé. Voilà, c'est une question que nous verrons avec Anne-Sophie Pic, hein, qui participe à l'une des tables rondes, savoir s'il y a peut-être une spécificité aussi dans la manière d'hériter d'une entreprise familiale et de la redéployer lorsqu'on est une femme. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, de toute façon, moi je crois au talent managérial infini des femmes, ça c'est sûr. Hein. Je lutte toute la journée contre ce qui est un peu leur particularité, c'est-à-dire le complexe d'imposture. Toute la journée, y compris à l'intérieur de BPI France. Hein. Donc ça, c'est un combat qui n'est pas terminé du tout. Hein. Et le fait est qu'une fois qu'on a réussi à trancher cette affaire et à construire en fait la confiance en soi, eh ben, on s'aperçoit que évidemment la personne féminine a des qualités managériales exceptionnelles. Et donc les pères qui observent leur progéniture font ces choix-là. Et parfois, c'est difficile pour eux, parce que parfois le fils n'avait pas décidé d'être professeur dans le coin. Le fils aurait bien aimé, mais il n'est pas choisi. Et c'est la fille qui l'emporte. Donc Freud est vraiment très présent dans cette question-là. Très présent. Et vous imaginez le rôle de mon représentant salarié de BPI France au conseil d'administration de ces entreprises. J'imagine. Rôle très important. Je poursuis avec la jeunesse. Elle exprime, on le sait, de nouvelles exigences, notamment d'ordre écologique, sociétal, éthique, Oui. pour elle-même aussi, pour l'emploi qu'elle décide d'occuper et pour l'entreprise qu'elle fait le choix d'intégrer. Lorsqu'elle rejoint la gouvernance ou l'opérationnalité d'une entreprise familiale, Oui. cette jeunesse doit-elle être vue avant tout justement comme une formidable chance de réorienter l'entreprise aussi dans cette veine-là d'exigence sociétale, éthique et écologique. Ah mais tout à fait. Là, nos études sont très claires. Hein. Les chefs d'entreprise ont parfaitement compris la nécessité de faire la transition climatique de leur entreprise. Mais tous. Et pourquoi tous? Parce que leurs enfants. Ils ont des enfants. Et leurs enfants leur mettent une pression terrible. Alors ensuite, les chefs d'entreprise en question nous disent ok, mais je fais quoi? J'appelle qui? Donnez-moi le 06 de quelqu'un qui va m'aider à le faire lundi matin. Et on a tendance parfois effectivement à leur répondre, le 06 c'est celui de votre fils, hein, ou de votre fille. Et il va savoir. Et donc moi je suis hyper optimiste. Hein. Ils vont tous aller en transition climatique. Ils en ont tous envie. En plus c'est pas très cher à faire. Vous faites un certain nombre de diagnostics et très rapidement vous faites des économies très importantes sur l'eau, sur l'énergie, c'est pas des capex énormes, c'est beaucoup de bon sens. Donc la transition, la mise en transition climatique, elle s'accomplit sous nos yeux là. Dernière question j'aimerais voir avec vous, c'est le thème de la transmission. Des patrons font le choix aujourd'hui de céder tout ou partie du capital de l'entreprise à une fondation actionnaire ou aux salariés, plutôt qu'à leurs enfants. Souvent, ils estiment que la réussite de l'entreprise n'est pas seulement la leur, mais elle est collective. Oui. Et ils veulent la pérenniser dans une exigence éthique, là encore, ou dans une perspective attachée à l'intérêt général. C'est aussi une conception, on va dire, philosophique de la propriété et du partage de valeurs. Ils considèrent souvent que l'entreprise n'est pas plus la propriété de la famille que celle des parties prenantes qui la font vivre au quotidien. Ils ont aussi une vision très libérale et critique de l'héritage, un peu à l'américaine. Que vous inspirent ces pionniers, justement, de la transmission d'entreprise, qui sont encore rares, mais qu'on voit, justement, de plus en plus? J'en vois beaucoup. Hein. D'abord, je voudrais que nos auditeurs sachent que les patronnes et patrons de PME ont, dans leur écrasante majorité, des actions caritatives. Hein, mécénal, de bien commun, chacun sa marotte, hein, mais ils en ont tous. Donc ils sont très très insérés dans le social 360 degrés, j'ai envie de dire. Hein. Ils sont
dans une culture qu'on connaît bien, hein, qui est la culture consistant à penser qu'un enfant qui hérite trop est un enfant peut-être un peu gâché. Hein. Donc on est dans la culture de l'effort quand même en France. En tout cas, dans le monde de l'entrepreneuriat, on est vraiment très fortement dans la culture de l'effort, de fait épreuve, dans la culture du devoir, dans une culture qu'on a bien connue. C'est une culture qu'on retrouve dans toute la littérature française. Et donc, il n'y a pas à être surpris de voir que vous avez beaucoup d'entrepreneurs qui créent en effet des fondations. Hein. Alors, ils font tout à la fois. C'est-à-dire qu'ils mettent une partie de leur immobilier dans des SCI pour assurer quand même la fin définitive de la précarité de la famille. Je le dis comme ça, fin de la précarité. Mais entre fin de la précarité et puis embarras des richesses, il y a tout un éventail. Donc, fin de la précarité, ils le font, souvent par l'immobilier, les SCI. Hein. Et ensuite, quand effectivement la réussite conduit à de l'enrichissement capitalistique très très significatif, vous avez beaucoup d'entrepreneurs qui se disent « je ne vais pas tout donner à mes enfants hein, sinon quelle sera leur motivation ?» Donc je vais mettre dans une fondation qui assurera d'ailleurs la pérennité de l'actionnariat à long terme de l'entreprise. Oui, en effet, je vois ça. On le voit énorme. Alors en Allemagne, c'est la norme. Mais c'est la norme pour des raisons fiscales aussi. C'est-à-dire que quand vous mettez tout dans une fondation, vous ne payez pas pas de frais de succession, il n'y a pas de droit de succession. Hein. Voilà ce que je vois. C'est des situations tout à fait contrastées. Hein. Non, pour moi, la meilleure nouvelle, encore une fois, c'est que c'est parce que l'entreprise est familiale qu'on voit émerger une nouvelle génération de femmes patronnes de PME. Ça change tout. Et c'est un sacré message. Ouais. Merci beaucoup, Nicolas Dufourcq. Merci beaucoup. Pour ce témoignage. Merci.